Si vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, est-ce que vous sortez rassuré ou effrayé de ce match? Et c'est une vraie question que je vous pose là, parce que finalement, j'ai assez peu lu les retours sur la rencontre, j'ai pas voulu me faire parasiter dans mon analyse, et je trouve que c'est un match qui peut être vu de bien des manières. Concernant Monaco, le constat sera un petit peu plus simple, parce que le constat, c'est celui d'un match où il y a eu des choses positives, on y reviendra, mais où finalement les erreurs ont été celles qu'on constate malheureusement bien trop souvent du côté de l'AS Monaco. Salut tout le monde, c'est TMF et vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons revenir en longueur sur une rencontre qui voyait deux de nos clubs français s'affronter en Ligue des Champions. Pour le barrage aller, c'est l'AS Monaco qui recevait le Paris Saint-Germain, un match qui s'est donc conclu sur un 2-3 qui a finalement fait naître un petit peu de frustration des deux côtés à mon humble avis, parce que à des moments ou à d'autres, tu t'imaginais que les choses allaient être, disons, plus simples, et ça je pense que c'est une pensée qui a pu traverser les deux camps. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire déjà le débrief à proprement parler du match, les points marquants selon moi, mais surtout on va enchaîner derrière sur les leçons, parce que finalement je trouve qu'il y a quand même pas mal d'enseignements qui viennent de cette rencontre. Il y a des interrogations que j'évoquais dans la vidéo d'avant-match qui sont malheureusement tout autant présentes pour le Paris Saint-Germain. Il y a quelques réponses qui sont également données, il y a quelques réponses qui sont données par des joueurs de manière extrêmement explicite, par exemple le fameux geste de Désiré Doué, et puis on s'interrogera sur la suite, parce que mine de rien ça fait qu'un petit but d'avance pour le Paris Saint-Germain, même s'ils étaient favoris au moment où le match n'avait pas commencé. Ils sont toujours favoris avec un but d'avance, mais ça ne veut pas pour autant dire que les débats sont pliés. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Ce match du Paris Saint-Germain face à l'AS Monaco, il est difficile à évaluer parce que si on veut être optimiste du côté du Paris Saint-Germain, on ne peut pas pour autant occulter la première demi-heure qui a été absolument catastrophique. J'ai pas les mots, je trouve qu'il a tout manqué au Paris Saint-Germain. Le but qui arrive dès la première minute en est le symbole. Il intervient suite à des erreurs défensives du Paris Saint-Germain, une relance qui est un peu trop aventureuse, on va dire, avec une transversale qui ne mène à rien, et puis derrière une transition qui est bien menée par l'AS Monaco, une défense du PSG qui met un petit peu de temps à revenir, et Safonov qui se fait crucifier sur une tête de Balogun et qui honnêtement n'y peut pas grand chose. Et si seulement il y avait eu que ça, on peut se dire que c'est une entame ratée de match comme ça arrive tant de fois, mais il y a le deuxième but qui arrive derrière. Alors cette fois je le mettrai pas tant à la critique du Paris Saint-Germain qu'en la faveur de l'AS Monaco, parce que tu as une très belle passe, tu as un très bel appel de Balogun. On peut éventuellement se dire que Marquinhos est un peu suspect dans la manière dont il gère le pressing ensuite sur l'attaquant, mais il a sûrement peur de faire faute, donc je vais vraiment pas être trop sévère là-dessus. J'ai davantage envie de dire que l'attaquant monégasque a vraiment très bien géré les choses. Donc en fait le match il commence comme ça et tu dis ok, ça va être une soirée compliquée du côté du Paris Saint-Germain parce que tu n'arrives vraiment pas à mettre l'intensité nécessaire, tu as quelques petites erreurs et en face tu as un AS Monaco qui prend déjà 2 buts d'avance et qui semble être dans une soirée riche en réalisme, et ce réalisme c'est un truc qui leur a manqué dernièrement, mais qui manquait aussi au Paris Saint-Germain. Donc quand un match commence avec 2 buts comme ça, tu peux te dire que c'est le genre de truc qui aura de lourdes conséquences. Il y a ensuite un penalty qui est obtenu pour le Paris Saint-Germain. C'est un penalty qui est une lueur d'espoir rapidement effacée, étant donné que Vitinha le rate. Enfin plutôt il le tire, il est arrêté, mais j'ai pas trouvé le péno excessivement bien tiré. Je trouve que Vitinha nous a démontré dans le passé qu'il était un meilleur tireur que ça dans l'exercice, et ça confirmait un petit peu ce symbole comme quoi ça allait être compliqué pour Paris. Il y a eu la sortie de Dembélé, je le présente pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est pour introduire l'entrée de Désiré Doué, et c'est justement de Désiré Doué dont est venue la lumière, et il pouvait se permettre d'être un petit peu arrogant avec sa célébration, parce qu'il est sur à peu près tous les bons coups du Paris Saint-Germain. Le premier but, c'est lui, froid, clinique, franchement j'ai adoré, je le trouve vraiment hyper efficace là-dessus. Et sur le deuxième but, il est également impliqué, puisque c'est lui qui fait sa frappe, qui est repoussée, qui arrive sur Hakimi, le Marocain qui est de retour en forme, et franchement là-dessus c'est positif. Vient l'expulsion de notre cher, j'allais dire Balogun, mais pas du tout, de notre cher Golovin, et là ça change le match, parce qu'au global sur la rencontre,
Et il y a 80% de possession du côté du Paris Saint-Germain. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est une dinguerie, 80% de possession. Mais en seconde mi-temps, alors que l'AS Monaco est réduit à 10, c'est 84% de possession pour les Parisiens. Et on a le doublé de Désiré Doué qui intervient au terme d'une action collective assez intéressante, tout à l'implication de plein de joueurs. Gvara, Hakimi, Zahir Emery. Et puis derrière, logiquement, l'AS Monaco ne peut pas revenir. Ça, c'est le débrief au global, mais question de vous refaire un peu la prise de température, le sentiment que ça me laisse avant d'attaquer les leçons de cette rencontre. Je trouve que c'est un match où Paris s'est quand même fait peur. Je trouve que c'est un match qui montre, comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, suite à la rencontre face à Marseille, tu pouvais te dire que ça allait se déclencher. La rencontre face à Rennes a montré que c'était pas aussi simple qu'un bouton on-off. Je trouve que ce match l'a montré une nouvelle fois. Il s'agit pas de paniquer, de dramatiser du côté du Paris Saint-Germain. T'as de la qualité dans cette équipe, ils ont été capables de revenir au score et ça c'est très très fort, ça montre toutes les bonnes choses qu'il y a. Mais en même temps, on peut quand même se dire que c'est un match qui a commencé de façon apocalyptique et que Paris est aujourd'hui une équipe qui est aussi capable d'avoir de vrais passages à vide. Il y a des joueurs dont je vais parler qui n'ont pas entièrement donné satisfaction et heureusement que Désiré Doué était dans un très très grand soir parce que quoi qu'on en dise, le joueur français était moins en forme dernièrement et s'il avait sorti face à Monaco une prestation telle que celle qu'il a sortie au cours des dernières semaines, eh bien Paris aurait vraisemblablement perdu ce match. Je pense pas que Monaco aurait réussi à maintenir le match nul s'il n'y avait pas eu le carton rouge. Je pense pas non plus du coup que Monaco aurait réussi à gagner ce match même à 11 contre 11, mais on peut pas éluder le fait que évidemment c'est quelque chose qui a vraiment servi le Paris Saint-Germain. C'est un fait de match qui est indissociable de l'analyse. Monaco s'est retrouvé plombé par des erreurs individuelles absolument majeures, des erreurs défensives absolument graves. C'est toujours le même sujet avec les Monégasques et Paris peut être content de ça parce que finalement la rencontre s'est finalement jouée à pas tant de choses. Dans les leçons de cette ASM PSG, le premier truc que j'ai envie de remettre en avant, parce que j'ai vraiment l'impression que je me retrouve à toujours le dire dans les moments clés pour le Paris Saint-Germain, c'est que c'est désormais une équipe qui a une capacité à plier sans rompre. C'est assez marrant parce qu'à l'époque du Paris Saint-Germain, de Laurent Blanc, mais on peut élargir un petit peu la période, reste que Laurent Blanc est un entraîneur qui symbolise plutôt bien cette époque, t'avais un Paris qui était capable de surdominer les matchs, qui était vraiment une équipe qui apparaissait comme un rouleau compresseur, mais qui pouvait avoir, lors de matchs clés, des faillites mentales, pouvait avoir des blackouts absolument incroyables et on avait tendance à dire que le pire ennemi du Paris Saint-Germain, c'était le Paris Saint-Germain puisque l'équipe pouvait se saborder. Aujourd'hui, le PSG n'est plus cette équipe rouleau compresseur, je trouve, que tu voyais sous Laurent Blanc. Après tout, en Ligue 1, ils ont concédé quand même quelques défaites, quelques matchs qui étaient des insatisfactions, même dans les matchs qui gagnent. On le voit là, face à Monaco, tu as une première demi-heure qui est extrêmement compliquée, mais par contre, mentalement, quelle est loin l'époque où le pire ennemi du Paris Saint-Germain c'était le PSG, parce que là tu t'es retrouvé avec des joueurs qui étaient capables de rester concentrés dans leur match, qui étaient capables d'offrir une réaction, qui étaient capables de ne pas paniquer, de rester dans le plan qui a été mis en place par Luis Enrique, de l'exécuter correctement et derrière de remonter. En fait, ce Paris Saint-Germain, depuis maintenant un an, c'est une équipe qui a quand même remonté un nombre de matchs et un nombre de situations absolument hallucinants. Il y a un sang-froid qui a été mis, il y a une confiance en tes capacités qui est extrêmement agréable à voir. Et finalement, c'est aujourd'hui une équipe qui joue avec le titre de champion d'Europe. On peut se dire que c'est quelque chose qui peut être parfois un peu paralysant, qui peut parfois mettre un peu de pression sur les joueurs parce que ils ont vraiment l'étiquette de favoris et ils sont attendus au tournant. Mais du côté de Paris, j'ai pas l'impression que ça paralyse. Et au contraire, le club m'a l'air relativement solide sur ses appuis, pour reprendre une expression qu'on utilise un peu trop de façon caricaturale pour décrire les joueurs. Mais ici, je trouve que pour décrire l'équipe dans son ensemble, ça colle parfaitement. Une chose que j'ai appréciée lors de ce match, c'est Zahir Emery. Zahir Emery qui vient en remplacement de Fabian Ruiz, qui n'était pas dispo, qui était le troisième luron invité au milieu de terrain, et on pouvait avoir peur qu'il dénote un petit peu. Alors de mon côté, je suis extrêmement positif sur le joueur, mais il faut avouer que tenir la comparaison avec João Neves et Vitinha, c'était pas chose gagnée dès le départ. Et c'est peut-être le joueur que j'ai le plus apprécié au cours de la rencontre. Vitinha, malheureusement, je l'ai moins apprécié qu'à l'habitude. C'est un joueur qui a l'habitude de hausser son niveau de jeu lors des grandes rencontres. Ici, c'était pas vraiment le cas. On peut évidemment parler du penalty non transformé, mais au-delà de ça,
même s'il a été propre, il a été un petit peu plus neutre, un peu moins décisif qu'à l'habitude de par son jeu de passe, peut-être un petit peu moins inspiré, et du coup, je trouve que c'est pas sa meilleure rencontre. Du côté de João Neves, on peut toujours saluer la débauche d'énergie du jeune portugais, il est absolument infatigable et c'est un plaisir pour n'importe quel observateur de le voir évoluer, mais là aussi, j'ai pas trouvé que c'était forcément son meilleur match balle au pied, et ça permet du coup, par comparaison, à Zaïre Emery de briller. Et le journal L'équipe, j'ai noté la phrase, je vais vous la lire en direct, a parlé d'un match pas spectaculaire mais terriblement efficace, et je trouve que ça décrit plutôt bien la prestation du Titi parisien. Zaïre Emery, c'est pas le mec qui va t'enchaîner 4000 roulettes. Zaïre Emery, il aura jamais la technique générale de Vitinha, sa vista absolument formidable, mais Zaïre Emery, c'est un mec qui est capable de faire les efforts, qui est capable de faire des déplacements pertinents, des courses avec ballon qui peuvent faire extrêmement mal à l'adversaire, et finalement, j'ai trouvé que c'était un bon match de la part du Français, un bon match de faiseur, un bon match de travailleur, mais sans la connotation péjorative que ça peut parfois avoir dans la bouche de certains observateurs. C'est pas un porteur d'eau, c'est un mec qui est immensément talentueux, Zaïre Emery. On n'arrive pas à être un joueur important du Paris Saint-Germain, on n'arrive pas à être appelé en équipe de France à son âge par hasard. C'est pas simplement parce qu'on est un bon soldat, mais pas spectaculaire mais terriblement efficace. C'est vraiment la description qui colle bien à sa prestation et qui colle bien aux matchs qui sont réussis généralement de la part de Zaïre Emery. Et je suis vraiment content parce que c'est un joueur où j'ai vraiment beaucoup commenté son passage en latéral droit comme étant positif pour son retour en forme, mais aussi pour sa progression de manière générale. Reste que retrouver le milieu de terrain, reprendre des automatismes, c'est toujours un truc qui peut demander un peu de temps, tu peux toujours avoir des doutes légitimes là-dessus. Après tout, on n'est pas Madame Irma, on ne sait pas comment va se produire le futur du football. Et là, ça s'est bien passé, ça a confirmé tous les espoirs de se dire que c'est un joueur qui peut bien tenir son rang au sein du milieu du PSG, et là-dessus j'ai juste envie de dire chapeau l'artiste. Balogun, homme fort de l'AS Monaco, ça je dois vous avouer que je l'attendais pas forcément, parce qu'on sait que du côté de l'ASM, t'as beaucoup d'attaquants, de jeunes qui sont prometteurs mais qui donnent pas toujours satisfaction, et là Balogun, il a sorti un match que j'ai juste trouvé parfait. Sur le premier but, évidemment c'est davantage la transition générale de l'AS Monaco qui est à saluer, les erreurs du PSG qui sont peut-être à pointer du doigt, mais il fait une tête qui est bien inspirée, le mouvement est propre, il laisse aucune chance à Safonov d'arrêter ça, et puis surtout sur le deuxième but monégasque, il a un déplacement qui intervient pile au bon moment, il gère parfaitement la pression de Marquinhos, il gagne son face-à-face, c'est simple, j'aurais du mal à lui demander davantage au cours de la rencontre, c'est un joueur autour duquel j'avais énormément d'attentes lors de son transfert, c'est un joueur sur lequel j'ai été également sévère, parce que les attentes sont la hauteur du talent, et je pense que c'est un joueur qui reste talentueux, mais au milieu de toutes les interrogations que tu as à Monaco sur tes offensifs, je trouve qu'il a répondu présent au cours de cette grande rencontre. Akliouche, il fait un bon match de son côté, j'ai pas envie de tirer à boulet rouge sur lui, mais le français est décrit comme tellement talentueux que quand il était incertain, finalement que tu as vu qu'il était aligné, tu t'es dit c'est bon, c'est potentiellement son moment, potentiellement le moment où il va avoir le pic de forme d'une saison qui jusqu'à présent est quand même assez mitigée. Alors sans dire qu'il a fait un match raté, ça n'a pas été le héros, ça a été Balogun, et franchement rien que pour ça, chapeau à l'attaquant de pointe monégasque. Golovin. Il y a un moment, il va falloir ouvrir son dossier. Hier, quand je regardais les compositions probables du journal L'équipe, j'ai capté qu'il avait jamais marqué avec l'AS Monaco en Ligue des Champions. C'était un truc qui m'avait un petit peu choqué, et c'est un joueur que j'ai tendance à décrire comme étant talentueux, mais comme étant le joueur montagne russe par excellence. Alors, c'est pas une blague sur sa nationalité, c'est simplement qu'il est capable d'avoir de très bons matchs, mais Golovin, il est aussi capable derrière de complètement te rater des rencontres et de disparaître pendant des mois, et je parle même pas de ses soucis médicaux, mais simplement d'être le fantôme du joueur qu'il peut parfois être. Et au cours de cette rencontre, c'est assez marrant parce qu'on a vu un excellent Golovin à certains moments, et on a surtout vu un Golovin qui se fait expulser de manière un petit peu idiote et qui surtout est un joueur d'expérience aujourd'hui. Golovin, ça fait très longtemps qu'il est à Monaco. Monaco, c'est une équipe qui bouge beaucoup, donc il peut être considéré comme un cadre. En plus, c'est un joueur qui n'a plus 20 ans, donc forcément tu te dis qu'il a une expérience en Ligue des Champions, il a une expérience de manière générale, donc tu peux compter sur lui, mais non, ici il se fait expulser, et je trouve ça hyper dommageable, parce que finalement j'ai toujours cette petite frustration avec ce joueur, c'est de me dire Golovin, il y a un monde où c'est devenu un joueur monstrueux, il y a un monde où c'est une trajectoire un peu à la Rames Rodriguez qui explose à Monaco et est transféré, un monde à la
j'allais dire Thomas Lemar, la suite post-transfert a pas été exceptionnelle, mais vous voyez ce que je veux dire. Thomas Lemar à l'AS Monaco, c'était quand même quelque chose. Monaco a réussi à bien valoriser certains joueurs qui ont vraiment explosé là-bas. Bon, ben Golovin, ouais, il y a un monde où il a explosé, mais aujourd'hui, c'est toujours les montagnes russes, c'est toujours extrêmement frustrant, et ce qui me fait mal, c'est qu'en fait, l'AS Monaco a déjà beaucoup de frustrations, il faut ajouter celle-là. Dans les frustrations qu'on se paie du côté de Monaco, est-ce qu'on peut parler de la charnière centrale? Alors de toute façon, j'en attendais pas grand-chose au cours de cette rencontre, parce que t'as tellement de blessés qu'au bout d'un moment, t'es obligé un peu de bricoler, mais Fès, je sais même pas comment ça se prononce, je m'en excuse, mais franchement, son match mérite qu'on écorche son nom, parce que il provoque le penalty, il est bon que contre Nantes, mais nous les Nantais on est des véritables chèvres, donc n'importe qui peut être bon contre nous. J'exagère un petit peu en disant ça, mais il nous sort un match absolument abominable, et aujourd'hui du côté de Monaco, tu te retrouves à être incapable d'avoir la moindre ambition, parce qu'à cause de la situation de ta charnière centrale, malgré le renfort, avec tous les blessés, bah, t'es complètement à poil dans ce secteur de jeu. Et on peut dire ce qu'on veut sur Monaco, c'est une équipe qui a des joueurs talentueux à bien des postes, mais au bout d'un moment, quand t'as 500 absents à un endroit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux aller te renforcer au cours du mercato hivernal, bon ben c'est chose faite avec Fès, mais on peut pas dire que le match ait été exceptionnel et qu'il est rassuré concernant sa capacité à tenir ce poste de manière convaincante. C'est à s'en tirer une balle, vraiment, je suis désolé pour Monaco. Dembélé qui se blesse encore du côté du Paris Saint-Germain, est-ce qu'on peut en faire un sujet? Parce qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de débats qui sont lancés autour du fait que le staff médical avait mis une petite alerte, mais que finalement le joueur avait envie de jouer, que c'était pas si inquiétant que ça, qu'on a fait confiance aux sensations du joueur. Mais il y a un moment, il va falloir déjà arrêter de faire confiance aux sensations du joueur, parce que j'ai l'impression que l'histoire autour d'Ousmane Dembélé, elle est en train de se répéter en boucle et que c'est pas la première fois qu'on est en train de connaître ça, mais surtout, on peut s'interroger sur la saison qu'est en train de vivre Ousmane Dembélé, parce que c'est une nouvelle alerte médicale, c'est un nouveau problème de blessure, c'est une saison où, miraculeusement, quand il fait ses retours, je trouve qu'il est bon de manière assez rapide, et c'est pas gagné, c'est franchement à mettre à son crédit, mais aujourd'hui, bah, il est jamais là. Il y a toujours des matchs que tu commences en te demandant s'il va se péter, et à un moment, j'ai regardé la rencontre, je me suis dit mais non, mais je suis superstitieux là-dessus, et puis bah non, clac, et voilà, situation qui se reproduit à tel point qu'aujourd'hui je suis en train de me demander si Désiré Doué a pas marqué des points sur sa présence dans le 11, mais pas forcément en concurrence avec Vara et Barcola, mais comme remplaçant numéro 1 d'Ousmane Dembélé, qui de toute façon risque d'être absent à quelques reprises encore jusqu'à la fin de saison. Parce que Désiré Doué, il a fait son entrée pas vraiment au poste de numéro 9, si on regarde sa hitmap, il est évidemment excentré sur le côté gauche, mais en attendant, il combinait avec deux joueurs qui étaient encore plus excentrés que lui, et il a fait un match qui était vraiment impressionnant. Alors, il y a sa célébration en mode « chut, 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 j'écoute pas les critiques », ça me fait rire, parce que les critiques elles venaient également de certains de ses coéquipiers, donc je trouve pas le geste extrêmement inspiré. On va pas en faire un scandale là-dessus, mais par contre, ce qui m'interroge, c'est que oui, il peut dire chute les critiques, mais les critiques, elles étaient justifiées. Désiré Doué sort aujourd'hui un match absolument impeccable, j'ai rien à dire là-dessus, je vais être le premier à le saluer, à dire qu'il a été d'un sang-froid, d'une efficacité, qu'il a même été plutôt inspiré dans ses déplacements, dans son jeu avec ses coéquipiers. Mais il y a un moment, il faut comprendre que l'environnement qui commente les matchs de Désiré Doué, on peut estimer qu'il est parfois injuste, mais il y a quand même un côté météo. Et tu vas pas insulter la présentatrice de la météo quand elle dit qu'il pleut parce qu'il pleut. C'est pas de sa faute, elle fait juste que constater les choses. T'inquiète que quand il y a du soleil, la présentatrice, elle va te dire qu'il y a du soleil. Bon bah Désiré Doué, c'est un petit peu la même chose. Il se plaint qu'on ait dit qu'il pleuvait, mais au bout d'un moment, bah ouais, son jeu c'était de la pluie, c'était vraiment quelque chose de décevant. Et c'est normal que quand Désiré Doué soit moins bon, la presse le dise. Et en fait, là où je trouve sa réaction peut-être un petit peu abusée, c'est que ça fait un peu genre vous m'avez descendu, vous croyez plus en moi, voilà, je reviens. Mais j'ai vu aucun, je dis bien aucun journaliste, aucun créateur de contenu, même si on peut évidemment trouver un demeuré qui aurait tenu cette thèse, mais qui mettait en avant le fait que Désiré Doué était un joueur qui avait absolument aucun talent. Tout le monde sait que Désiré Doué il est capable de faire des matchs comme ça. Tout le monde sait que Désiré Doué est un joueur absolument formidable. Enfin franchement, est-ce que vous avez souvent des débats avec des gens qui vous défendent le fait que c'est un joueur en bois? Non. Les gens vont dire que Désiré Doué avait une phase de méforme, qu'il a sorti des matchs moins bons. Bon, il n'y a pas à faire des grandes célébrations en mode je fais taire les critiques dans ces cas-là.
Bon, au-delà de ça, je reviens sur les terrains et sur sa prestation. Ouais, pour moi, il y a une carte à jouer là-dessus parce que finalement, tu te rends compte que du côté du Paris Saint-Germain, la gestion des joueurs devient relativement complexe. Tu te rends compte que Dembélé, il a des rechutes souvent. Et je pense que si Désiré Doué retrouve bel et bien sa forme, telle que laisse penser sa célébration, bah, il a une vraie carte à jouer là-dessus. Barcola et Gvara, est-ce qu'on a le droit d'en parler? Parce que franchement, ils ont lancé une saison des vendanges qui me rappelle la belle époque d'Edinson Cavani, joueur absolument formidable bien évidemment, mais il faut pas avoir la mémoire courte qu'on vanait également beaucoup pour ces sujets. Gvara, au cours de cette rencontre, il fait 8 tirs, il n'y en a aucun cadré. Alors il y a des tirs bloqués bien évidemment, mais c'est un joueur qui connaît une inefficacité offensive qui commence à devenir un véritable petit sujet du côté du Paris Saint-Germain. Et si c'était que lui, ce ne serait pas dramatique, mais Barcola est un petit peu dans la même situation. Alors Barcola ne fait pas 8 tirs, lui je crois qu'il peut tenter sa chance qu'une fois de mémoire au cours de la rencontre, mais mon constat il est plus global sur les derniers matchs et sur ce que nous a offert Bradley Barcola. C'est pas un joueur qui est mauvais, très très loin de là. C'est même pas un joueur qui est dans une méforme générale, parce que je trouve qu'il a quand même sorti des rencontres intéressantes, mais c'est un joueur qui, face au but, n'est pas dans une bonne période. Et quand tu te retrouves avec un Kvaratskhelia qui est pas dans une bonne période face au but, quand tu te retrouves avec un Barcola qui est pas dans une bonne période face au but, bah heureusement que Dembélé, quand il se blesse pas, est efficace, heureusement que Désiré Doué face à l'AS Monaco sort ce match extrêmement bon en termes de finition, parce que finalement ça commence à faire beaucoup. Et quand on parle des limites de ce Paris Saint-Germain, on peut parler de la première mi-temps où ils se sont fait choquer par l'AS Monaco, il n'y a pas trop d'autres termes, mais on peut également parler du fait que vraiment, heureusement que Désiré Doué était dans un jour où il marchait sur l'eau, parce qu'il suffit que Désiré Doué sorte un match normal, un peu meilleur que ces derniers, mais pas exceptionnel pour autant, pour que le score il soit bien différent et que tu n'aies pas du tout la même lecture sur la prestation de ces deux joueurs. Parce que c'est pas deux joueurs qui font des matchs fondamentalement mauvais, d'ailleurs ils ne se font pas défoncer du tout dans la presse ce matin, mais ce sont des joueurs qui auraient amené une lecture de la situation bien différente si Paris avait par exemple perdu, mais même à prestation égale, c'est ça que j'essaie de vous dire. L'efficacité et le fait de vendanger, c'est sûrement le critère d'analyse qui est le plus influencé par le résultat d'un match. Quand un joueur va créer beaucoup de déséquilibre mais qui va vendanger comme un ouf, si son équipe gagne, on va dire ouais mais il a fait des différences. Si son équipe perd, on va même pas parler des différences qu'il a fait, on va que parler d'une inefficacité. Bon bah aujourd'hui, le Paris Saint-Germain gagne, donc j'ai pas envie de simplement me concentrer sur le résultat pour tirer les constats, et je le dis, il va falloir que Barcola et Kvaratskhelia arrivent à convertir un peu plus leur occasion, parce que le PSG a besoin de ça, et surtout parce que ce sont deux joueurs qui sont capables de ça. Barcola a prouvé dans le passé que c'était un joueur qui était capable d'être efficace. Gvara également. C'est des joueurs qui peuvent te sortir des séries de matchs où ils enchaînent les buts. Aujourd'hui, on voit pas ça. Alors quelle suite pour le match retour, le PSG à AS Monaco, et je dois vous avouer que là-dessus, j'ai des constats qui sont assez paradoxaux. Je m'explique. On pourrait se dire que l'AS Monaco n'a pas eu de chance au cours de cette rencontre parce qu'ils sont réduits à 10 et que finalement ils arrivent à faire peur au Paris Saint-Germain alors qu'ils font la moitié du match en infériorité numérique et que du coup c'est plutôt bon signe pour eux. Ouais, mais dans le même temps, je me dis aussi qu'ils ont peut-être loupé l'occasion ou jamais dans ce match, même si ça peut sembler ne pas être l'occasion ou jamais, vu que tu prends un carton rouge à la mi-temps, grosso modo. Pourquoi ? Parce que la période d'absence du Paris Saint-Germain, le fait de leur coller 2 buts en très peu de temps au début du match, c'est quelque chose qui, à mon avis, ne se reproduira pas de sitôt en termes de rencontres. Et de la même manière, avoir derrière un Vitinha qui n'arrive pas à transformer son penalty, je suis pas croyant, mais si tu avais besoin de signes divins pour te montrer que c'était ta soirée, je crois que l'AS Monaco a eu tout ce qu'il leur fallait. Mais malgré tout, ça a donné le score que vous connaissez. Donc je suis pas extrêmement confiant pour l'AS Monaco. C'est ce que je disais en introduction au final, c'est que Paris était déjà favori alors qu'il n'y avait aucun but et qu'aucune des deux rencontres avait été commencée. Paris est d'autant plus favori maintenant qu'ils ont un but d'avance. C'est pas avec un but d'avance que tu peux avoir des certitudes. On n'aura de toute façon jamais du côté du football. Même après un match aller bien remporté, les Parisiens le savent. Mais il faut quand même dire que la confiance peut être là du côté de Paris pour ce match précis. Par contre, est-ce que la confiance peut être là du côté de Paris pour les prochains matchs ? J'ai l'impression que c'est une rencontre où
t'as pas que des trucs négatifs. Voir un Hakimi qui revient en forme, c'est cool. Voir un Désiré Doué qui sort un tel match, c'est vraiment cool. Mais t'as quand même beaucoup d'interrogations qui subsistent. S'il y avait un petit match référence du PSG au retour face à l'AS Monaco, qui honnêtement s'en est extrêmement bien sorti quand tu vois la galaxie d'absents qu'ils ont, ça pourrait être un truc qui permettrait aux Parisiens de dormir un peu plus sur leurs deux oreilles à mon avis. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!